Avec nous, Frédéric Salabarou. Bonjour. Bonjour. Vous avez été, à partir de 2005, secrétaire général de la présidence de la République à l'Élysée sous Jacques Chirac. Et on parlera évidemment de Jacques Chirac dans cette émission. Et puis à côté de vous, Alain Lefkovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du documentaire audio La Rafle du Veldiv, récit d'un crime français. C'est un documentaire saisissant, extrêmement complet, dont un épisode revient en détail sur ce chemin vers la reconnaissance que nous allons parcourir avec vous, Églantine Delalleux. Bonjour. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Alors, pour commencer cette émission, on va aller dans le 15e arrondissement de Paris à la rencontre des Parisiennes et des Parisiens sur les lieux mêmes du Veldiv où se dresse désormais un jardin dédié aux enfants du Veldiv et une sculpture, le reportage de Lou Cohen. Est-ce que vous savez qu'il y a 80 ans, des Juifs français ont été raflés et emmenés ici pendant la Seconde Guerre mondiale ? Un mur avec les noms des enfants du Veldiv, quelques photos de jeunes déportés et une sculpture. Deux enfants l'un derrière l'autre, le plus grand soutient le plus petit qui pleure. Ici, il y a 80 ans, se dressait le vélodrome d'hiver. Aujourd'hui, plus de traces du bâtiment. Un jardin a pris la place de l'ancienne entrée. Mais est-ce que les Parisiens, les habitants et habitués du quartier connaissent ce lieu et son histoire ? Et né à 31 ans, travaille à proximité. J'ai connu cet endroit simplement il y a quelques mois quand j'ai commencé à travailler dans le quartier. Mais avant ça, je connaissais pas trop l'histoire. Il me semble pas l'avoir étudiée à l'école. Catherine, professeure d'histoire-géographie dans un lycée américain à Paris, est venue découvrir ce jardin. Elle regrette que la rafle du Veldiv n'ait pas beaucoup enseigné à l'école. Je pense qu'il n'est pas trop enseigné. J'ai une fille en quatrième et on n'a jamais traité de Holocauste en France. Bien qu'elle connaisse l'Empire byzantin. Et donc, que ça arrive en fin du troisième ou peut-être en terminale, je pense que c'est important qu'ils ont conscience de ça. Dans ce quartier, tout est fait pour rappeler la tragédie qui s'y est produite. Voir ce jardin a incité Enea à se renseigner sur l'histoire de la rafle. C'est vraiment en venant dans ce parc que je m'y suis intéressée et que je me suis renseignée à ce sujet. Et c'est vraiment un lieu paisible et c'est assez émouvant de voir tout ça. C'est une impression partagée par Inès, étudiante de 23 ans, qui a été interpellée en voyant le jardin. Non seulement c'est très très beau, mais c'est également très paisible et puis au-delà de l'aspect esthétique, c'est vraiment important. Je trouve qu'on ait des lieux de mémoire comme ceux-là à Paris. Et c'est aussi pour cette raison que Catherine souhaiterait emmener ses élèves visiter ces lieux. Je ne fais pas le programme français qui traite de ces sujets, mais je sais qu'il est enseigné en terminale et donc mes élèves, ils ont conscience de ça. Et donc je pensais que ça serait intéressant de venir et voir, peut-être pour les faire venir ici. La plupart de mes élèves sont français ou franco-américains, donc ça fait partie de leur histoire. Le vélodrome a été détruit en 1959 et avant sa destruction, Maurice Papon, alors préfet de police, avait installé un centre de rétention de citoyens algériens dans ce lieu. À la place se sont succédés par la suite les bureaux de la direction de la surveillance du territoire, des directions de la police, le ministère de l'Intérieur et maintenant un bâtiment propriété de LVMH et le jardin mémorial. Cette année encore, le CRIF organise le 17 juillet une cérémonie commémorative à cet endroit. Lou Cohen pour ce reportage. Frédéric Salabarou, 80 ans plus tard, c'est la question qui va évidemment traverser cette heure que nous allons passer ensemble. Est-ce que les Français, selon vous, ont réussi à regarder cette partie douloureuse de leur histoire en face ? À partir du discours de Jacques Chirac, certainement. Avant, c'est une période qui est très compliquée. D'abord parce que dans la logique de la libération, le problème de la légitimité de Vichy par rapport à la France libre, par rapport au général de Gaulle, est quelque chose qui est très compliqué. Donc de Gaulle, pour pouvoir construire son combat, doit affirmer le caractère illégal de Vichy. Donc c'est très compliqué dans cette logique-là de reconnaître, comme l'a dit Chirac plusieurs années après, que la France, ce jour-là, avait commis l'irréparable. Donc il faut prendre aussi cette problématique dans le temps. Et à partir de 1995, d'abord parce que le temps a passé, on y reviendra sans doute. Ensuite parce qu'il y a la personnalité de Jacques Chirac qui est très particulière. C'est pratiquement le premier acte de son mandat. C'est pas un moment de commémoration particulier, c'est le 53e anniversaire. Donc il y a une volonté chez lui d'utiliser la force de la parole présidentielle pour pouvoir apaiser la mémoire. Car à cet instant, pour les raisons que vous indiquez, il y a un traumatisme, et un traumatisme qui ne passe pas parce que les choses ne sont pas nommées. Ça n'est pas Vichy, un pouvoir illégal et fantoche qui est à l'origine de la rafle du Veldiv, c'est des policiers en uniforme français
qui rafle dans une logique qui est une logique de l'administration française qui veut à cette époque montrer qu'elle est capable, à la fois dans la zone sud, mais sur tout le territoire, d'exercer sa mission de manière souveraine et veut montrer aux Allemands que ce n'est pas eux de le faire parce qu'eux en sont capables. Ce qui est une aberration de l'administration et de la police qui montre la folie dans laquelle on était à l'époque. Donc il y a quelque chose qui est aussi lié à ça. Lefkovitch, votre avis là-dessus? Je vous rejoins tout à fait sur ce sujet-là, sachant que... Alors, faut voir aussi dans quel contexte Jacques Chirac prononce ces mots en 95. C'est Christine Albanel qui va écrire ce texte, puisqu'elle dit que c'est le temps de l'histoire, et que effectivement, il est temps maintenant de reconnaître que la France a participé à 100% au projet d'extermination des Juifs de France. Et ce jour-là, effectivement, la France a commis l'irréparable. Elle a vendu ces Juifs aux nazis. Elle les a déportés, parqués, mis dans des trains et envoyés à Auschwitz pour la plupart. Donc, effectivement, c'était compliqué. Alors, il y a le temps de l'histoire. Les Juifs ont commémoré, tout de suite après la Shoah, les Juifs ont commémoré la rafle du Veldiv, mais en catimini, parce qu'il fallait se taire, et puis parce qu'on n'avait plus du tout envie de parler de ça. Et effectivement, en 95, Jacques Chirac brise la glace et va effectivement reconnaître la responsabilité de la France dans cette déportation des Juifs. Alors, on va refaire ce chemin avec vous, Églantine Delalleux. Tout d'abord, au lendemain de la libération et de la capitulation allemande, la France veut passer à autre chose. Oui, les déportés ne sont pas entendus, pas écoutés, comme Esther Seno, âgée de 17 ans. Esther revient d'Auschwitz-Birkenau après avoir passé près de 2 ans dans l'enfer. Elle a perdu ses parents, son petit frère et sa sœur, et nous a raconté l'après-guerre dans une France qui souhaite oublier. Je dis dans le fond, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence, et puis le retour à l'âge adulte n'a pas été facile non plus. Alors finalement, vous savez, on est endurci, hein. Et puis, il faut quand même se mettre dans la tête, vous savez, quand moi je suis revenu, vous voyez que c'était sans issue, j'ai quand même fait une tentative de suicide, chose qui ne me serait jamais arrivée à Auschwitz. Beaucoup de femmes se suicidaient. Moi, mon idée, c'était de revenir. J'étais revenu, j'avais exaucé mon vœu, hein. Puis après, plus rien. Et puis, vous savez, quand vous revenez devant l'indifférence des gens, nous, on s'attendait à notre retour. On s'attendait à être pris en charge. Vous savez, les cellules psychologiques, ça n'existait pas à l'époque, hein. On a été livrés à nous-mêmes, hein. Il a fallu se débrouiller. Vous savez, quand vous ne voyez pas d'issue, j'étais pas capable de travailler parce que finalement, quand je cherchais le travail, on me demandait des références. Vous savez, quand vous avez quitté l'école à 12 ans, hein, c'est pas facile de donner des références, hein. Et puis sans issue, puis j'avais plus le moral, puis retrouver personne et puis se trouver abandonné comme ça. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai fait une tentative de suicide, hein. Et je suis resté 6 mois dans un hôpital. Alors, vous savez, et quand je suis sorti de cet hôpital, j'ai allé un peu mieux. Je me suis dit, bon, ou je me laisse couler, ou je reprends ma vie en main. J'ai fait un choix, j'ai repris ma vie. Ça, vous savez, se reconstituer tout seul, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir une force de caractère. Hein, Que l'on ressent. On ressent votre force de caractère en vous rencontrant. Ah bon? Je sais pas, je me rends pas compte. Donc, comme le dit Esther, personne ne voulait entendre les déportés. On cachait ce qu'il se passait, on ne voulait pas voir, comme si rien n'avait existé. On était dans une France, Frédéric Salabarou, qui voulait avancer à ce moment-là. Oui, il faut tourner la page à cet instant. Et effectivement, à la fois pour le pays qui veut tourner la page de Vichy, qui est dans la libération, la reconstruction, c'est important, et aussi pour les individus. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir vivre et regarder devant. C'est pour ça que dans beaucoup de familles, c'est la loi du silence. Après, il y a des choses évidemment qui restent et qui remontent. Je veux juste revenir sur Jacques Chirac, parce que ce n'est pas seulement une décision politique, c'est beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose qui part dans son enfance. Et il le raconte d'ailleurs assez bien quand il quitte Paris pour descendre au Rayol et qu'il voit l'armée en débandade le long des routes. C'est pour lui une humiliation d'enfant. Quand il court avec un camarade le long de la mer, etc., et qu'il voit monter la fumée du sabordage de la flotte à Toulon, il le vit comme un drame, comme une humiliation, et pour lui, Vichy symbolise l'horreur absolue par rapport aux valeurs qui sont les siennes. Il était très proche de Marcel Dassault aussi. Donc en réalité, il y a quelque chose qui remonte de son enfance
Et il y a, moi j'aime beaucoup Christine Albanel, c'est une personne formidable, mais c'est une décision de Jacques Chirac, ce discours, et ça trouve ses racines dans ses tripes et dans sa jeunesse. C'est-à-dire que pour lui, l'extrême droite, par rapport à la République et par rapport à la France, est l'horreur et l'ennemi absolu. Donc on retrouve la logique de son combat. Donc il y a évidemment ceux qui veulent tourner la page, vivre, etc. Et il y a mais malgré tout, on s'en souvient. Et puis il y a un moment où tout remonte. Et donc c'est aussi le fruit, tout ça est le fruit d'expérience. Il n'y a pas de décision politique. Et chez lui, c'est très clair. Et il le raconte de manière... il le racontait à l'époque comme si c'était hier. On le réécoutera évidemment un peu plus tard dans cette émission. Pour revenir à ces premières années après la guerre, Alain Lefkowitz, vous dites dans votre documentaire, effectivement, vous parlez de ces premiers rassemblements en catimini, uniquement donc entre rescapés de la rafle. À quoi ressemblaient ces rassemblements ? C'était tout simplement des survivants qui se réunissaient et qui commémoraient la perte de tous ceux qui avaient été raflés. Et effectivement, c'est l'époque où on veut plus de pain noir, on veut du pain blanc, le riz devient blanc aussi, tout doit être blanc. Et donc, on met sous le tapis toutes ces horreurs. Puis de toute façon, raconter quoi, à qui ? Parce qu'à l'époque... Plus personne veut écouter ou entendre. Personne veut entendre, personne veut écouter, puisque les gens ont à raconter est inaudible. En août 1944, Charles de Gaulle, à l'hôtel de ville, déclare « La République n'a jamais cessé d'être la France libre, la France combattante. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. » Dans cette formule, Charles de Gaulle martelait que le régime de Vichy n'était pas la France et que donc la France n'était pas responsable. Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing ont adopté aussi cette ligne. Quand y a-t-il eu une première mémoire, Frédéric Salabarou ? La position de De Gaulle, elle est absolument nécessaire, puisque en apparence, Vichy est issu de la légalité, puisque c'est le vote d'ailleurs du Parlement du Front populaire qui permet l'arrivée au pouvoir en forme légale. Alors en réalité, c'est plus un coup d'État qui est orchestré par Laval quand on regarde le détail, mais il y a cette forme de légalité. Donc il est obligé, lui, pour avoir sa propre légalité, de nier la légalité de Vichy. Et c'est comme ça qu'il s'est construit. Quand Churchill lui dit « Vous êtes seul, mais je vous reconnais comme seul », c'est quelque chose de très important. Donc il y a cette longue construction. Et c'est un des fondements de la libération, c'est-à-dire de dire, voilà, la France était combattante, c'est vrai aussi. La France était aux côtés des Alliés et la France est dans le camp des vainqueurs. Donc c'était quelque chose d'absolument essentiel et il fallait le faire à l'époque. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas opposer, comme c'est fait de manière très superficielle, De Gaulle et Chirac. Il y a le temps au milieu. Ce qu'a fait De Gaulle était totalement indispensable. La France ne pouvait pas reconnaître qu'elle était Vichy pour partie, et il fallait être dans le camp des vainqueurs et se projeter. Cela dit, certains gaullistes ont mal accepté cette reconnaissance par Jacques Chirac. Mais parce qu'ils comprennent mal, parce qu'ils sont focalisés, et à juste titre, sur le fait que De Gaulle devait le faire, et qu'à beaucoup de titres, il avait raison. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, la légalité est passée dans son camp. Quand les forces françaises libres commencent à gagner sur le terrain, qu'elles sont aux côtés des Alliés, que lui-même est en Algérie, il y a un gouvernement provisoire, la légalité revient de son côté. Ce qu'ils comprennent mal, et en opposant les deux choses, c'est qu'il y a un moment, le temps a passé. Et donc, quand on est en 95, la question de savoir ce qu'était Vichy est une question du passé. En revanche, il y a une mémoire qui est ensanglantée avec une question qui est béante, puisqu'il n'y a pas la reconnaissance de ce qui s'est passé. Et donc, du côté de la mémoire des Juifs, mais la mémoire des Juifs est aussi la mémoire de la France, c'est la même chose. Il y a un instant, parce que le temps a passé, où il est possible de dire des vérités. Et des vérités, c'est que c'est l'administration française qui a fait la rafle du Vel-d'Hiv, ce n'est pas des troupes allemandes. Et donc il ne faut pas opposer les deux choses, bien au contraire, ce n'est pas que je défende, c'est ce que je pense profondément. Les deux choses étaient tout à fait nécessaires à des moments qui ont été différents. Le temps fait son œuvre. Alors sans doute faut-il préciser aussi que, parce qu'on parle de la France de Vichy, mais il y a plusieurs Frances qui cohabitent à ce moment-là. Il y a des gens qui sont résistants, d'autres qui sont collabos. Il y a des gens... Enfin, je pense que moi, la rafle du Vel-d'Hiv, elle va faire basculer l'opinion publique
et que ça va être un tournant, en tout cas pour cette France de Vichy, puisqu'il y a toute une partie de la population qui ne va pas comprendre pourquoi à ce moment-là on s'attaque à des femmes et des enfants. Jusqu'à présent, on n'avait arrêté que des hommes, à la rafle du billet vert par exemple, en 1941. Là, en 1942, alors bien sûr, on peut être antisémite, mais on peut être aussi révolté par le fait qu'on arrête des femmes et des enfants. Donc il y a plusieurs Frances qui cohabitent, c'est assez complexe. Et on peut être à la fois antisémite et s'insurger contre l'arrestation des Juifs le 16 et 17 juillet. Surtout que la déportation des enfants était une initiative des Français. Les Allemands n'avaient pas demandé à avoir les enfants. C'est la balle. À propos de... Oui, c'est un point très important, c'est-à-dire que au départ, on pouvait être pétainiste en pensant que Pétain, et d'ailleurs c'était son idée à lui, résistait aux Allemands. C'est-à-dire qu'en acceptant l'armistice, il préparait la revanche de la France. D'ailleurs, quand on est à Vichy dans la première période, ils sont tous convaincus qu'ils sont anti-allemands. Et donc c'est évidemment la rafle qui montre qu'il y a un moment, on ne peut pas biaiser, c'est-à-dire on est d'un côté ou de l'autre et qu'ils finissent par basculer dans la collaboration et dans l'horreur. Et donc, il y a cette réalité, et il y a même des réalités qui sont à l'intérieur des personnes. C'est-à-dire qu'au début, des gens de bonne foi croient que Pétain est vraiment quelqu'un qui peut protéger la France, et ensuite se rendent compte des choses et basculent dans la résistance. Il y a des gens qui étaient pétainistes en 40-41 et qui sont réellement résistants ensuite. Alors Alain Lefkowitz, il faut attendre le début des années 80 pour que ce sujet du Veldiv arrive dans le débat et avec lui sa reconnaissance. Oui, parce que, encore une fois, c'est le temps de l'histoire. Et donc, à un moment donné, un certain nombre de gens, et je pense notamment à Serge Klarsfeld, qui va travailler d'arrache-pied pour faire reconnaître la responsabilité de la France. Alors, il y a effectivement François Mitterrand qui se refuse à reconnaître quoi que ce soit. On se souvient tous de Paul Amar interviewant 14 juillet dans les jardins de l'Élysée. On l'écoutera ensuite. Voilà, François Mitterrand. Et François Mitterrand, finalement, balaye d'un revers de main la responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité de la France. Et la France a fait, si je me souviens bien de ce qu'il dit, ce jour-là, a fait ce qu'elle devait faire. Ouais. Est-ce que justement les procès de Klaus Barbie en 87 ou de Paul Touvier en 94 ont-ils joué un rôle important pour parler en fait de la responsabilité de l'État français ? C'est-à-dire qu'à partir des années 70, la mémoire remonte, avec notamment les travaux de Paxton qui sont très importants. La réalité de Vichy, elle était affleurante. Il suffisait de se baisser un peu pour la toucher, et pourtant, c'était la logique d'occultation dont vous avez parlé tout à l'heure. Avec Paxton, on revoit cette réalité, les lois anti-juives, le rôle de Vichy, la collaboration, les collaborationnistes, l'horreur de cette démarche et la façon dont, au fond, toute une génération s'est fourvoyée. Donc cela est une première étape qui est absolument essentielle. Pour moi, les travaux de Paxton, c'est une vraie rupture, c'est le retour de la mémoire. Et ensuite, ces procès, en faisant toucher du doigt ce qui était... Ça a été un catalyseur. Et puis... ça a permis de rendre concret, de rendre humain la réalité de ce qu'était la collaboration, les déportations qui étaient oubliées et occultées derrière soit la loi du silence, soit une logique politique. Alors on en vient maintenant aux premières commémorations du Veldiv, c'est sous François Mitterrand, Églantine. Oui, François Mitterrand sera le premier président à participer aux commémorations de la rafle du Veldiv, mais 2 jours avant, dans une interview, François Mitterrand répond que la République n'est pas responsable des actes de l'État français de Vichy. Il me demande que l'État français, mais l'État français, si j'ose dire, ça n'existe pas. Enfin, il y a la République. Non, monsieur Amar, il y a la République. Et la République, à travers toute son histoire, ont constamment adopté une attitude totalement ouverte pour considérer que les droits des citoyens devaient être appliqués à toute personne reconnue comme citoyen, et en particulier les Juifs français. Non, alors, ne lui demandez pas de compte à cette République. Elle a fait ce qu'elle devait. Alain Lefkowitz, comment analyser ces propos de François Mitterrand ? Alors, moi, je ne suis pas politologue. Maintenant, tout le monde se souvient des liens que François Mitterrand avait avec Bousquet.
Tout le monde se souvient de cette gerbe qu'il a déposée sur la tombe du maréchal Pétain. Donc voilà, Mitterrand, on a parlé de la Francisque, c'est l'époque où Péan sort son livre sur Mitterrand, donc on découvre beaucoup de choses sur ce personnage. Et donc c'est compliqué pour lui de condamner tout ça parce que il a des amis et c'est compliqué de condamner ses amis. Frédéric Salabarou, réaction. Moi, j'ai pas cette dimension personnelle. Je pense qu'il est dans une ligne qui est celle dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, d'abord, Pétain est double. C'est le vainqueur de Verdun, d'où la gerbe qui avait été déposée. Et ensuite, il y a la nécessité de l'abstraction de la République qui a préexisté pendant la période de Vichy. Et au fond, il tient cette ligne qui est la ligne traditionnelle qui a été initiée par le général de Gaulle et qui a été suivie par ses successeurs. Donc il tient cette position parce que peut-être aussi il a lui-même connu cette période et donc la complexité, pétainiste un temps, puis résistant un autre. Il ne faut pas oublier qu'il l'a été aussi François Mitterrand. Donc au fond, il déroule le discours qui est traditionnel et il estime qu'en tant que président de la République, il doit le faire. Donc il n'a pas la capacité à cet instant de rupture. Le fait qu'il ait été fidèle à des amitiés auxquelles il n'aurait pas dû être, c'est ses caractéristiques. Les entretiens d'ailleurs qu'il a eu avec Jean-Pierre Elkabbach sont intéressants à ce titre pour montrer cette complexité. Donc moi, je vois plutôt cette déclaration, non pas dans quelque chose qui prend ses racines, dans quelque chose de noir dans la personnalité de François Mitterrand, mais plutôt un président qui n'est pas capable, à un moment donné, de comprendre que le temps de la rupture est venu. Alors on va revenir sur les coulisses de cette interview églantine qui s'est tenue donc dans les jardins de l'Élysée un certain 14 juillet. Oui, il y a une interview qui s'est donc tenue à l'Élysée dans le cadre des festivités du 14 juillet et menée par François-Henri de Virieu pour Antenne 2, Gérard Carrérou pour TF1 et Paul Amar pour France 3. Justement, on est allé à la rencontre de Paul Amar qui nous a parlé des dessous de cet entretien. Oui, j'ai un souvenir assez précis à la fois du contexte, du climat et du moment où j'ai souhaité, non pas poser cette question, mais j'ai souhaité que la question soit posée. C'était l'interview traditionnelle du 14 juillet. J'étais aux côtés de mes deux confrères. Moi, je représentais France 3. Et j'étais à l'époque directeur et présentateur d'une quotidienne sur France 3, le 19-20. Et donc, je m'adresse à mes deux confrères qui étaient avec moi, François-Henri de Virieu, paix à son âme, qui lui représentait France 2, et Gérard Carrérou, qui représentait TF1. Et il y avait une forte polémique sur cette question-là que vous soulevez, la responsabilité ou pas de l'État français dans la rafle du Veldiv. Et moi, je dis à mes confrères, je pense que cette question doit être posée. Réponse de mes deux confrères, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je dis, attendez, quand même, il y a une actualité. Ce serait bien que François-Henri, toi ou Gérard, toi, vous la posiez. Et pourquoi? Mais parce que, pardon de le dire aussi brutalement, mais c'est ce que je leur dis, moi, à mes deux confrères, qui étaient par ailleurs des amis. Je leur dis, écoutez, moi je suis juif. Donc la question, même si je suis français, évidemment, mais la question va être un peu suspecte. Donc il vaut mieux que ce soit François-Henri de Virieu ou Gérard Carrérou qui l'a posé et me répondent l'un et l'autre, non, on n'a pas envie. Voilà. Donc du coup, on se lance dans cette interview traditionnelle où évidemment on balayait tous les sujets d'actualité. Mes confrères n'avaient pas du tout l'intention de poser la question, donc du coup je me suis lancé. Et j'ai posé la question qui fâchait à l'époque, et notamment, et je le savais, qui fâchait François Mitterrand. Vous aviez vu avec son équipe pour en parler? Non, jamais, et c'était la relation que j'avais avec l'Élysée à l'époque était une excellente relation, c'est que, parce qu'auparavant, avant France 3, j'étais très longtemps à France 2, et je dirigeais le service politique. Donc, quand je faisais des interviews, j'en avais fait souvent, du président de la République, jamais l'Élysée ne m'avait demandé les questions. Donc évidemment, il ne le savait pas. Mais François Mitterrand me connaissait, donc il pouvait peut-être s'en douter. Donc comme ses prédécesseurs, François Mitterrand se refuse à reconnaître la responsabilité de la France. Quand vous posez cette question, est-ce qu'au fond vous connaissez la réponse ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait en donner une autre? Non, j'imaginais la réponse, mais j'espérais une autre évidemment. Mais j'imaginais la réponse parce qu'il tenait bon sur cette question-là. Il ne voulait pas reconnaître, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs, la responsabilité de l'État français parce qu'à ses yeux, le régime de Vichy, l'expression consacrée, ne représentait ni l'État et encore moins la République. Et François Mitterrand, dans sa réponse assez pertinente d'ailleurs, mais un peu trop sophistiquée
pour les téléspectateurs à l'époque, faisait un distinguo assez subtil entre l'État et la République. Il insistait sur la vertu de la République et il rappelait, à juste titre d'ailleurs, que la République avait fait tant pour l'égalité entre les hommes et notamment pour l'émancipation des Juifs. Donc pour cette raison-là, lui considérait qu'il n'avait pas d'excuse à faire au nom de l'État qu'il représentait comme président de la République. Mais en fait, pour être tout à fait précis, je pense qu'il était gêné par cette question, tout simplement parce qu'elle renvoyait à son propre passé. Mais c'était un jeune homme, mais c'est vrai que l'opposition de l'époque exploitait cet aspect-là et rappelait sans cesse et sans cesse le fait qu'à 25 ans, François Mitterrand était allé à Vichy. Il était resté très peu de temps et avait ensuite rejoint le camp de la Résistance, était même allé à Londres. Donc cette petite séquence du jeune homme, de ce jeune homme ambitieux qui était François Mitterrand, qui s'était demandé si le régime de Vichy allait perdurer ou pas, voilà, a posé des problèmes et lui a posé ce problème-là. C'est la raison pour laquelle il voulait évacuer ce passé-là, parce que ça ne l'intéressait plus. Mais c'est pas un peu paradoxal sa réponse, alors que c'était le premier président à venir aux commémorations de la rafle du Veldiv? Non. Ne pas reconnaître la responsabilité de l'État français, mais en même temps être le premier chef d'État. Non, mais c'était tout François Mitterrand qui avait inventé en même temps, avant l'heure. C'est-à-dire que François Mitterrand avait été résistant, après être passé à Vichy, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. François Mitterrand s'était entouré de très nombreux amis et conseillers juifs. Il faut savoir que dans l'histoire de la Ve République, c'est sans doute le président de la République qui a eu le plus de juifs autour de lui. D'abord dans son entourage personnel, premier cercle, de Georges Dayan à Roger Hanin, puis dans son entourage politique, de Robert Badinter à Jack Lang, et je ne cite que ces hommes-là, mais François Mitterrand était entouré énormément de juifs. Mais dans le même temps, et en même temps, mais ça on l'a appris beaucoup plus tard, il avait gardé un contact et une relation avec René Bousquet, le responsable de la rafle du Veldiv. Ça lui avait valu un divorce d'avec Jacques Attali, qui avait appris très tard que, j'aurais pu citer Attali, qui était son principal conseiller économique. Jacques Attali a appris très tard que René Bousquet était resté l'ami de François Mitterrand. Et donc voilà, c'était toute l'ambiguïté de François Mitterrand, qui à la fois avait été un vrai résistant après être passé par Vichy, mais était resté fidèle en amitié. Il avait quand même fait fleurir la tombe de Pétain dès qu'il avait été élu président de la République. Donc voilà, c'est l'ambiguïté de François Mitterrand qui lui collait à la peau, et il pouvait être entouré de juifs, mais ne pas reconnaître la responsabilité d'État français. Mais il a été aussi le premier président à se rendre en Israël. Moi, je me souviens, j'étais accrédité à l'Élysée au temps de Giscard. J'avais suivi Giscard dans son voyage dans les États du Golfe et en Jordanie. Et je me souviens du président de la République, Giscard d'Estaing, regardant Israël à travers des jumelles depuis la Jordanie. Et il n'avait jamais foulé le sol israélien. Donc voilà l'ambivalence de François Mitterrand. Madame Marc, pourquoi les hommes politiques ont mis autant de temps à reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation de 42 000 juifs? Mais parce que ça les gêne et parce que ça renvoie à un passé... le mot est faible, si peu glorieux de la France. Il faut savoir que pour avoir interviewé Maurice Papon, quand j'étais sur TF1, j'ai étudié le dossier que m'avaient remis des amis, le dossier d'instruction. Normalement, je n'avais pas le droit de le consulter, mais j'ai étudié le dossier. Et c'était affligeant, et c'était effrayant. Il m'est arrivé de pleurer en lisant ce dossier, où je voyais les compliments adressés par les nazis à Maurice Papon, qui faisait du zèle, comme René Bousquet faisait du zèle. La rafle du Veldiv, ce sont les policiers français, des milliers de policiers français qui ont raflé les juifs, à la fois français et non français. Donc cette France de l'époque, alors il y a deux France, il faut être honnête, il faut toujours rappeler qu'il y a eu deux France. Une France de la honte, le régime de Vichy, qui avait fait du zèle, alors que les nazis n'en demandaient pas tant, et la France de la résistance, celle de De Gaulle, le De Gaulle de l'époque évidemment, qui avait eu le courage et l'honneur de résister à l'invasion allemande. Voilà ces deux France. Et malheureusement, la France d'aujourd'hui, parfois, surtout d'ailleurs cette génération qui est née après la guerre, ne veut pas voir la France de la honte parce que ça les gêne. Ça les gêne de penser, de considérer qu'il y a aussi une partie de cette France qui a été honteuse, qui a collaboré avec l'ennemi, qui a collaboré avec les nazis et qui avait fait preuve à l'époque de zèle.
Voilà donc pour ces propos de Paul Amar recueillis par vous, Églantine Delalleux. Est-ce que vous avez une réaction sur ce qui vient d'être dit, Frédéric Salabarou ? Non, je pense que c'est assez juste sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire François Mitterrand tient une position qui est une doctrine de l'époque qui a eu ses raisons et n'a pas la capacité, pour des raisons personnelles ou la difficulté à se projeter, de comprendre que le temps est venu de nommer ce qui s'est réellement passé. Avec ce paradoxe quand même, Alain Lefkowitz, d'organiser cette cérémonie du souvenir et d'y participer. Alors c'est vrai que c'est le premier président à se déplacer pour commémorer la rafle du Vel-d'Hiv. On se souvient très bien du chahut que cela a provoqué, puisque un certain nombre de Juifs qui étaient présents lors de cette commémoration se sont mis à critiquer. On va justement écouter ce moment. Mitterrand à Vichy! 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 Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte! Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là! Vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent là? Extrait très célèbre qui dit toute la tension à cette époque-là. Alors c'est vrai que à l'époque, moi je me souviens avoir vu ça à la télé et j'avais été surpris par la colère de Robert Badinter qu'on entend dans cette archive. Alors je suis allé pour préparer donc l'émission que j'ai faite pour France Culture. Je suis allé voir Serge Klarsfeld, je suis allé voir un certain nombre d'historiens, Annette Viviorca entre autres, et personne à l'époque comprend cette colère. Alors, est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est vraie? On ne comprend pas. Personne n'a compris la colère de Robert Badinter. Serge Klarsfeld dit que c'est parce que il fallait pas critiquer celui qui lui avait donné son poste de ministre. Néanmoins, c'est assez choquant d'entendre Robert Badinter s'adresser aux Juifs qui viennent commémorer la rafle du Vel-d'Hiv de cette façon. Alors 1995, on en vient donc à ce fameux discours du 16 juillet 1995, Jacques Chirac et Églantine Delalleux. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Alors un discours historique écrit par sa plume de l'époque, Christine Albanel. Comment ce discours, Frédéric Salabarou, a été reçu par la classe politique et plus largement par l'opinion publique ? Je crois qu'il a été reçu comme un discours absolument essentiel, comme un immense soulagement en termes de mémoire et comme un point de rupture qui était absolument nécessaire à cet instant. Il y a eu quelques polémiques sur le thème, on tourne la page de la doctrine gaulliste, mais au fond c'était très mineur et ça n'avait que peu d'importance par rapport à ce qui était essentiel. Il faut bien comprendre, la parole présidentielle est une parole d'une intensité extrême. Ne pas dire un président qui ne dit pas les choses, évidemment c'est très lourd. Un président qui nomme les choses, c'est très essentiel. Et donc, à travers la logique du devoir de mémoire qui n'est pas une repentance, il y a quelque chose qui renvoie à la fonction présidentielle, qui est celle de faire l'unité. Et donc derrière ça, c'était nécessaire pour tourner la page d'une mémoire qui attendait que les choses soient nommées. Et il les a nommées de manière très juste et de manière très simple. Est-ce que la classe politique était au courant que Jacques Chirac allait avoir ses propos ? Non, mais de toute façon, d'abord, un discours n'appartient jamais à une éventuelle plume. Un discours appartient à celui qui le prononce, d'abord parce qu'il décide de le prononcer, et ensuite parce qu'il en assume la responsabilité. C'est-à-dire que quand ça se passe mal sur tel ou tel propos, c'est pas telle ou telle personne qui est responsable, c'est celui qui le prononce. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on n'annonce jamais à l'avance ce qui va être dit. Mais d'ailleurs, probablement pour Jacques Chirac, il y a une dimension de décision politique et quelque chose qui est profondément naturel. Ce qu'il exprime là, c'est ce qu'il pense
profondément et depuis toujours. D'ailleurs, le discours, il faut le lire dans sa complexité. Il y a ça, mais il y a aussi tout ce qu'il va dire derrière sur la France libre et sur les justes. Il y a quelque chose qu'il faut bien regarder, c'est que la période présidentielle des mandats de Jacques Chirac s'ouvre avec le discours du Vel-d'Hiv et se ferme en janvier 2007 avec l'entrée des justes au Panthéon. Au fond, ce qu'il dit, c'est que la réalité, il faut la voir, elle était celle qu'elle était au moment de la rafle du Vel-d'Hiv, c'est-à-dire une France qui commet l'irréparable, mais aussi énormément de Français qui, au risque de leur vie, des policiers d'ailleurs pendant la rafle du Vel-d'Hiv et partout, ont fait leur devoir, mais naturellement, ont sauvé des Juifs. C'est pas par hasard d'ailleurs que beaucoup de Juifs français ont pu être sauvés. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'a pu dire de manière totalement absurde, déraisonnable et irresponsable Éric Zemmour, que c'est le régime de Vichy qui a permis de sauver 2 tiers des Juifs français. C'est que, comme le dit Serge Klarsfeld, c'est les Juifs et aussi leur rapport avec des Juifs, des justes français qui ont permis, et toutes les histoires et les témoignages que vous recueillez pendant cette journée le montrent bien. Donc pour Jacques Chirac, il y a la rafle du Vel-d'Hiv, il y a la France libre et il y a les justes. Il y a une construction de mémoire. Et ça n'a rien à voir avec la logique stupide consistant à dire on est dans la repentance qu'on trouve dans certaines positions politiques. C'est l'inverse de la repentance. La parole présidentielle, elle est là pour réunir sur des questions sur lesquelles on est divisé. Il y a eu ce sujet-là, il peut y en avoir d'autres. Moi, je pense par exemple qu'on n'a pas été au bout de ce qu'on devait dire sur l'esclavage et sur ce qui a pu se passer. Donc s'il y a des mémoires qui saignent encore aujourd'hui, et celle de l'esclavage saigne, parce qu'il y a évidemment la Shoah qui est absolument essentielle dans l'histoire de l'humanité, mais il y a d'autres choses sur lesquelles il faudrait se pencher. Et je pense à cet exemple-là, les choses ne sont pas encore dites. Alors, on va maintenant en venir à cette exposition « Lest We Forget », n'oublions pas. Ça a démarré le 9 juillet sur les grilles du Jardin du Luxembourg en collaboration avec le Sénat. Le CRIF a demandé à l'artiste photographe Luigi Toscano de photographier des survivants et survivantes de la Shoah et également des justes. Reportage de Lou Cohen au Palais du Luxembourg. Nous avons la chance à cette exposition de présenter les portraits de 2 sœurs, Sarah et Gitla, qui ont survécu à la rafle du Vel-d'Hiv. Le matin du 16 juillet 1942, on tape à la porte, on arrête toute la famille Rosenblum, c'est-à-dire Sarah, Gitla, mais aussi leurs parents et 2 de leurs frères et sœurs. Elles se souviennent particulièrement. Depuis samedi, Luigi Toscano se rend devant les grilles du Jardin du Luxembourg. Devant lui, les portraits de 42 survivants de la Shoah qu'il a réalisés. Il a voyagé à travers la France pendant plusieurs mois pour les rencontrer et prendre leurs portraits. Un projet et défi qu'il a réussi grâce à l'aide de 2 commissaires de l'exposition, Marie-Sarah Siberger et Johanna Méchali. C'était un projet ambitieux qui demandait beaucoup de temps et d'énergie, d'autant plus que les photos ont été prises à Paris, mais aussi à Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lyon et Lille. Pour aller à la rencontre de ces 42 survivants, nous avons été accompagnés par un comité scientifique. Luigi Toscano a déjà réalisé plus de 400 portraits de survivants de la Shoah, des expositions aux 4 coins du monde. Il explique pourquoi ce sujet lui importe tant. J'ai commencé ce projet il y a presque 10 ans. Je voulais faire quelque chose contre l'antisémitisme et n'importe quelle autre forme de haine. Mon but est de mettre toute mon énergie, toute ma motivation pour montrer ce qu'il s'est produit dans le passé. Le choix d'exposer sur les grilles du Jardin du Luxembourg n'est pas anodin. Un lieu à l'extérieur, gratuit et visible de tous. Un lieu parisien que tout le monde connaît, notamment pour ses expositions. C'était important pour le CRIF que ces photos soient visibles par le plus grand nombre, puisque l'objectif principal est d'interpeller le passant, pour que lui aussi devienne passeur de mémoire. Tout le monde peut le voir, même les personnes malveillantes et les antisémites. Luigi Toscano aime ce contact avec les visiteurs. Tous les jours, beaucoup de personnes s'arrêtent pour regarder ses portraits. Il interpelle ici un couple de curieux. Félicitations, c'est magnifique. Merci. Combien de temps ça vous a pris pour faire ces photos ? J'ai commencé ce projet il y a 8 ans. J'ai rassemblé plus de 400 portraits photographiques de survivants partout dans le monde. Pour ce projet, j'ai travaillé qu'en France.
Un des objectifs de l'exposition, la transmission. Sous chaque photo, un QR code permet de découvrir le témoignage des 42 survivants. Un matin de 1942, en plein mois de juillet, dans un Paris brûlant, avec sa mère à leur domicile. Elles sont emmenées en haut de la rue des Pyrénées, sur un parking qui est le lieu de rassemblement de la rafle. L'exposition est présentée jusqu'au 7 août sur les grilles du Jardin du Luxembourg, rue de Médicis. Voilà, Lou Cohen pour ce reportage. On en vient donc au cœur, au thème de cette émission, l'histoire en face, ces visages en face des Français. Est-ce que après la campagne présidentielle, vous en parliez Frédéric Salabarou, que nous venons de vivre, avec des remises en cause historiques, est-ce que ce genre d'initiative est aujourd'hui indispensable ? Oui, c'est-à-dire qu'on pouvait qu'être stupéfait par un certain nombre de prises de position dans la campagne, notamment d'Éric Zemmour. Cette volonté de réhabiliter Vichy, d'expliquer qu'on pouvait avoir des doutes sur la culpabilité de Dreyfus, tout ça sont des sortes de remontées invraisemblables de fantômes de l'histoire, qui sont des fantômes anti-républicains, et au service d'ailleurs d'une cause qui est totalement absurde, qui consiste à penser que l'avenir de la vie politique française irait vers une alliance entre la droite et l'extrême droite, ce qui est une méconnaissance absolue de l'histoire. La droite et l'extrême droite n'ont pas les mêmes racines. La gauche est issue de l'extrême gauche. L'extrême droite n'est pas issue de la droite. Elle est issue d'une histoire qui est beaucoup plus récente, la crise du capitalisme, le nationalisme, qui n'a rien à voir avec la base. Donc c'était au service d'une cause politique qui était une cause illusoire, comme on l'a vu. Il y a eu cette idée qu'on pouvait tout faire, tout dire et être prêt à tout par rapport aux réalités de l'histoire. Donc cette exposition, j'y reviens, est absolument essentielle, puisqu'elle permet, à travers ces portraits qui sont magnifiques, de toucher du doigt une réalité et une horreur d'une certaine époque, qui montre que quand on laisse dire n'importe quoi, quand on pense que les valeurs de la République sont à la fois intangibles et qu'on ne doit pas les défendre, à partir de ce moment-là, tout devient possible. Et puis, il y a peut-être aussi un caractère d'urgence, parce qu'on célèbre cette année le 80e anniversaire de cette rafle. Les gens disparaissent peu à peu, et sans doute faut-il rendre hommage au mémorial de la Shoah, qui depuis une dizaine d'années, justement, lance des appels à témoins pour documenter, pour filmer, pour enregistrer la voix de ces gens qui vont bientôt s'éteindre. Donc il y a un caractère d'urgence aussi, et comme le dit Serge Klarsfeld, cette histoire elle a déjà été écrite, sans doute faut-il aller dans les détails, et c'est en écoutant ces gens que cette histoire elle va s'affiner, elle va s'enrichir. Parce que cette rafle du Vel-d'Hiv, c'est à la fois une histoire de l'administration française et de la France, mais c'est aussi une histoire vécue par des citoyens, des gens ordinaires. Et c'est ce dont on se rend compte en écoutant votre documentaire audio, où il y a énormément de témoignages extrêmement forts. Pour terminer sur cette question de mémoire, en Pologne, il y a énormément de débats sur la responsabilité polonaise ou pas dans la Shoah. En Allemagne, la responsabilité a été assumée, elle se voit à tous les coins de rue à Berlin. Qu'en est-il en France, selon vous, qui avez travaillé sur ce sujet ? Alors c'est vrai que c'est un sujet difficilement enseignable à l'école. C'est vrai qu'il y a dans le parcours scolaire 2 moments où on va parler de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai que la rafle du Vel-d'Hiv n'est pas quelque chose qu'on enseigne facilement, ou en tout cas qu'on enseigne... C'est 1 heure dans les programmes. Hein. Voilà, 1 heure dans les programmes. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne crois pas, mais je ne suis pas aux responsabilités au ministère de l'Éducation nationale. Je crois qu'il y a un chiffre qui dit que 16% des jeunes Français ne savent même pas ce qu'est la Shoah. Est-ce que ça vous étonne ou... Un chiffre qui augmente année après année. Ou est-ce que vous êtes ou pas ? On pourrait élargir, c'est le rapport des jeunes avec l'histoire, l'enseignement de l'histoire. Donc tout ça s'inscrit probablement globalement dans le fait qu'on ne transmet pas assez l'histoire, mais c'est une responsabilité collective. C'est la responsabilité de l'école, c'est aussi la responsabilité des parents. Il n'y a pas que l'école. Donc la nécessité de transmettre l'histoire, et à travers l'histoire, parce que ce n'est pas seulement le récit, c'est les valeurs qui sont en jeu, est absolument essentielle. Et donc on voit bien que là, à travers la rafle du Vel-d'Hiv et toutes ces questions, il y a à la fois des questions de principe fondamentales, la République, le rôle de la France, le rôle de la mémoire,
Mais je voudrais juste nuancer par rapport à ce qui a été dit. Il y a aussi quelque chose qu'il faut arriver à transmettre, surtout qu'on juge maintenant des décennies après, c'est la complexité des moments. C'est très difficile d'être absolument lucide. De Gaulle l'était, puisqu'il avait été le collaborateur de Pétain, il savait qu'il était d'autres noms. S'agissant de Robert Badinter, pour qui j'ai une immense estime, et c'est pour ça que je veux faire une nuance, il connaissait François Mitterrand, il savait pertinemment que voilà, il n'avait pas été collaborateur, c'était un jeune homme, comme ça a été dit par Paul Amar, qu'il avait été pro-israélien, qu'il avait beaucoup fait sur l'antisémitisme. Donc tout ça aussi est important. L'histoire, elle est essentielle parce qu'elle permet de savoir où sont les frontières, c'est-à-dire il y a des lignes rouges qu'on ne passe pas, et puis elle permet aussi de se projeter dans la complexité de la vie. C'est pour ça que et les familles, donc pas seulement l'école et l'école, doivent enseigner tout ça. Et c'est cette nuance qu'on essaye d'apporter tout au long de cette semaine sur RCJ. Merci à vous Frédéric Salabarou, merci à vous Alain Lefkovitch et merci à vous Églantine Delalleux pour la préparation de cette émission. C'est la fin de ce RCJ Midi consacré donc à la mémoire et à la France face à sa mémoire. Demain, on s'intéressera au juste avec nos invités Pierre-François Veil et Gérard Ringer, une émission autour d'un témoignage, celui de Mireille Milstein. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.